bonjour à toutes et à tous. Alors, ces deux termes de résilience et de métamorphose sont des termes, l'un qui est importé de l'univers physique, le terme de résilience, l'autre de l'univers biologique, le terme de métamorphose. Et je vais essayer de montrer en quoi ils peuvent nous être utiles pour penser non seulement, évidemment, les défis de l'économie sociale et solidaire, mais plus largement les défis des collectifs humains confrontés à cette situation absolument bouleversante qui est aujourd'hui la nôtre. Le terme de résilience, il est né dans l'univers physique comme la capacité d'un corps qui a subi un choc important à retrouver sa forme initiale. Il a été transporté dans l'univers psychologique par des personnes telles que Boris Cyrulnik pour qualifier la capacité d'une personne qui vit une situation traumatique sur le plan personnel, sur le plan psychologique, à retrouver une force de vie, et il est de plus en plus utilisé sur le plan sociétal pour caractériser cette fois la capacité de collectifs humains à retrouver des forces de vie après des chocs traumatiques. Le terme de métamorphose, lui, il est importé de l'univers biologique. Chacun a en tête l'une des métamorphoses les plus célèbres, qui est celle de la chenille et du papillon. Et c'est un terme qui a été utilisé de plus en plus au cours de ces dernières années, et en particulier par Edgar Morin. En quoi ces deux termes nous sont-ils aujourd'hui utiles ? Eh bien, d'une certaine façon, d'abord, il faut bien voir que toute l'histoire du vivant est, à certains égards, une histoire de résilience et de métamorphose. L'histoire du vivant, elle est jalonnée par des chocs, des bouleversements absolument considérables et qui, à chaque fois, auraient pu produire une disparition du vivant et qui se sont traduits, au contraire, par non seulement une renaissance du vivant, mais sous d'autres formes, et c'est là que le terme de métamorphose est important. Si vous prenez quelques éléments clés, mais on pourrait en prendre des centaines, un bouleversement absolument radical dans l'histoire du vivant, tel que l'apparition de l'oxygène. Là, on est à 2,5 milliards d'années, donc ça fait un peu de temps. L'oxygène est un véritable poison pour le vivant de l'époque, qui sont les bactéries, qui se nourrissent de gaz carbonique. Et la façon dont cet oxygène, qui est un poison mortifère pour le vivant de l'époque, va devenir la condition d'apparition d'autres êtres vivants qui vont utiliser au contraire l'oxygène comme un élément vital, est un élément typique de rapport entre résilience et métamorphose. L'émergence de la sexualité comme mode de reproduction dans l'histoire de la vie, qui est un bouleversement absolument radical par rapport à la modalité du clonage, qui est la modalité naturelle. La sexualité va du même coup introduire un bouleversement absolument radical qui est l'émergence de la singularité, parce que tout être vivant du coup est un être radicalement singulier, ce qui n'était pas le cas dans un phénomène de type clonage. Mais avec cette singularité, on voit apparaître une autre façon de prolonger la vie, mais c'est aussi la naissance, pourrait-on dire, de la mort, puisque cet être singulier est aussi un être qui va être voué à la mort. Et au passage, d'ailleurs, quand on pose la question est-ce que vous seriez prêt à renoncer à la mort ? Il faut aussi poser la question est-ce que vous seriez prêt à renoncer à la singularité et à la sexualité ? Et là, on commence à sentir qu'il y a une certaine hésitation dans la question. Donc vous voyez, ça c'est un autre bouleversement qui est absolument radical. Et je pourrais continuer ces ensembles où le rapport entre résilience et métamorphose, c'est-à-dire le moment où il y a effectivement un bouleversement absolument majeur
dans l'histoire. Ce bouleversement pourrait conduire à une logique mortifère, à la disparition du vivant. Donc non seulement il ne conduit pas à cette disparition, on a un mouvement de renaissance, et là il y a une espèce de correspondance entre le terme de résilience et le terme de renaissance, mais la nature de cette renaissance n'est pas un simple retour à la vie d'avant. Il y a une mutation considérable dans le vivant qui s'est produite, et cette mutation, elle est de l'ordre de la métamorphose. Et donc cette approche-là, elle nous intéresse bougrement parce que nous sommes précisément dans un moment de l'histoire particulière du vivant et de ce vivant très particulier et très bizarre qu'est notre vivant à nous, le vivant humain, le vivant capable d'une conscience réflexive et capable, y compris, de se poser la question de son rapport à la vie et à la mort, donc à la question du sens. Et nous sommes à ce moment de l'humanité où la nature colossale des défis auxquels nous sommes confrontés et qui font que l'humanité elle-même a la possibilité de se perdre, parce que de quoi parlons-nous à travers des questions telles qu'un dérèglement climatique qui pourrait rendre notre planète inhabitable, ou quand on évoque à propos de la biodiversité le risque d'une 6e grande extinction, qui viendrait après 5 grandes extinctions dans l'histoire du vivant. De quoi parlons-nous si ce n'est de la possibilité d'une sortie de route de l'humanité, que notre humanité puisse se perdre, et pas forcément biologiquement, mais qu'elle puisse se perdre moralement, spirituellement, au sens laïque du terme. Et comment cette question-là, qui est la question de la perte, qui est du même coup la fameuse question de l'éco-anxiété, qui est centrale dans tous nos débats, peut en même temps se transformer à la lumière de cette histoire de la résilience et de la métamorphose, qui est que oui, nous sommes en train de vivre un moment de ce type, mais pour autant les forces de vie, celles qui assurent non seulement la capacité de renaissance, mais d'une renaissance qui est elle-même accompagnée d'une mutation considérable, comment aller identifier ces forces de vie pour nous redonner de l'énergie créatrice. Et c'est là que la question de la métamorphose est particulièrement intéressante, parce que dans la métamorphose, vous avez ce temps du papillon avant ce temps de la chenille, avant le temps du papillon, et c'est très important de comprendre ce qu'est le temps de la chenille, parce qu'à bien des égards, dans la face sombre de ce que nous sommes en train de vivre, nous sommes en train de vivre le temps des chenilles. Et du point de vue de la chenille, le papillon, c'est la fin de son monde. Et on comprend bien que dans les formidables phénomènes de crispation, de régression, de réaction au sens étymologique du terme, qui se joue actuellement et qui se joue sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan sociétal, sur le plan culturel et spirituel, etc. Nous sommes dans le temps des chenilles. De quoi Trump nous parle-t-il? De quoi Bolsonaro nous parle-t-il? De quoi Zemmour et Le Pen nous parlent-ils? Si je prends des exemples dans l'ordre politique, eh bien, ils nous parlent du fait que, de leur point de vue à eux, la peur que leur monde finisse devient tellement forte qu'ils s'expriment ça par des pulsions régressives d'une force insoupçonnée. Si vous prenez par exemple l'expression zemmourienne dans le cas de la France, c'est très significatif de voir qu'à ses yeux, le thème du déclin, qui est absolument déterminant dans son propos, pour lui, le déclin est associé à 2 phénomènes que sont la féminisation et le métissage. La féminisation, je vous rappelle que, selon lui, le déclin d'un pays comme la France commence avec la loi sur l'autorité parentale. Vous savez, la loi sur l'autorité parentale
qui permet enfin à des femmes de ne pas demander à leur mari pour avoir le simple droit d'avoir un chéquier. Même aujourd'hui, des hyper-conservateurs n'oseraient pas revenir sur la loi sur l'autorité parentale. Pourquoi lui, il ose le dire? Parce qu'il identifie là une tendance historique lourde qui est qu'à partir du moment où il y a ce processus de féminisation qui va beaucoup plus loin que la simple prise en compte du droit des femmes, de l'aspiration à l'égalité, etc., mais qui vient interroger le mode d'être qui était celui même du patriarcat, qui était organisé autour d'un pouvoir de conquête et de domination, et que là, de plus en plus, c'est la question de la puissance créatrice qui est la question fondamentale, bien évidemment, son monde, à lui, est un monde qui est menacé. Et le monde qui a soutenu Trump, qui a soutenu Bolsonaro, c'est ce monde-là. Et il faut le comprendre. Et il faut comprendre aussi qu'il y a une part de chenille en nous. Ça n'est pas réservé simplement à une catégorie de la population. La peur de la transformation profonde est une peur légitime. Mais il nous faut comprendre aussi que derrière ce temps des chenilles, qui peut s'exprimer sous différentes formes, je l'ai exprimé sur le plan politique, sur le plan économique, c'est la résistance des forces qui sont organisées autour de l'argent à l'idée il faut que notre argent garde sa valeur. Or, quand vous avez aujourd'hui des banques centrales qui créent des dollars, qui créent des euros, qui créent des yens à tire-larigot, eh bien, évidemment, et que ça finit par produire sur les marchés financiers des taux d'intérêt négatifs, eh bien, du point de vue d'une personne pour qui l'argent est une valeur cardinale, l'argent a de la valeur en tant que tel, c'est une véritable catastrophe. Donc la chenille économique, elle veut à tout prix revenir au temps où l'argent avait de la valeur. Et donc quand elle a même des présidents de la République, comme en France, qui ne sont pas particulièrement alternatifs, qui en viennent à dire « quoi qu'il en coûte », ils disent « mais quelle folie, quoi qu'il en coûte ». Si l'argent a de la valeur intrinsèque, le « quoi qu'il en coûte » est une mesure absolument mortifère. Donc vous voyez les formes multiples que peut prendre la logique du papillon, nous y sommes et c'est aussi pour ça qu'il nous faut comprendre à la fois qu'il nous faut être dans la lucidité sur les risques que peut représenter cette période, parce que ces risques sont de formidables risques régressifs, parce que du point de vue de la chenille, comme le papillon, c'est la fin de sa monde, eh bien, elle peut aller très très loin dans la logique de régression, dans la logique de réaction, dans la logique de barbarie, au sens le plus grave du terme, mais pour autant, c'est un moment à traverser, et pour réussir à traverser ce moment, il nous faut aller vers l'imaginaire que représente le papillon. Et là, il faut être beaucoup plus audacieux dans l'imaginaire. Vous savez, il y a dans la métamorphose un moment absolument clé qui est celui de ce qu'on appelle les cellules imaginales. Parce que comme la chenille résiste de toutes ses forces à la fin de son monde, ce qui va permettre la bascule à un moment donné, c'est quand l'apparition de ce qu'on appelle les cellules imaginales, donc celles qui portent en quelque sorte l'image future du papillon, vont devenir plus fortes et plus nombreuses que les anticorps de la chenille. Donc la question des cellules imaginales est notre question. C'est la question de toutes les forces de vie. C'est la question notamment de l'économie sociale et solidaire. Parce que tant que les forces de vie, celles des cellules imaginales, ne sont pas suffisamment importantes, ce sont les anticorps liés à la peur qui nous maintiennent en l'état de chenille. Mais nous ne pouvons libérer ces cellules imaginales que si nous osons projeter complètement l'avenir en termes de métamorphose. Donc il nous faut sur ce terrain être beaucoup plus audacieux. Quand vous prenez par exemple aujourd'hui la question des migrations et la formidable crispation de toutes les chenilles, mais aussi de nos chenilles intérieures,
qui peuvent exister par rapport au mouvement migratoire, il est évident que plus nous serons confrontés à une nature qui sera beaucoup moins hospitalière que dans le passé, et évidemment, plus nous aggravons les choses en ne faisant pas ce qu'il faut sur le plan climatique, sur le plan de la biodiversité, etc., plus ces problèmes seront importants. Mais nous ne pouvons véritablement imaginer une capacité de l'humanité à vivre en paix sur cette terre qu'à partir du moment où nous sortons des logiques de sédentarité, des logiques de propriété qui sont pour l'essentiel le résultat de cette période qu'a connue l'histoire de l'humanité quand nous avons bénéficié d'une nature relativement hospitalière. Est-ce que quelqu'un peut m'apporter un peu d'eau? J'ai un problème de résilience, parce que je prends un petit médicament qui m'assèche la gorge et du coup je suis en panne. Donc, nous avons l'obligation de penser, merci beaucoup, de penser par exemple la capacité d'une humanité qui sort de ce rapport sédentarité-propriété, qui comprend à certains moments qu'elle est amenée à bouger pour des raisons conjoncturelles, parce qu'il y a tel problème climatique, telle sécheresse, telle canicule, tel cyclone, tel méga-feu, etc., qui se produit. Donc ça, c'est ce qu'on peut appeler du nomadisme conjoncturel. Et puis, il y a du nomadisme structurel, parce que si vous êtes dans des pays qui sont touchés, par exemple, par la montée des eaux, eh bien, il faudra bouger. Et donc, la capacité de bouger et la capacité d'accueillir les personnes et les groupes qui bougent sera de plus en plus une des clés de la logique papillon, alors que, évidemment, du point de vue de la logique chenille, c'est le refus de l'autre qui est en train de bouger, ou le refus de soi-même en train de bouger, qui est la caractéristique fondamentale. Et donc, on ne peut imaginer un avenir possible et désirable pour notre collectivité humaine que si on est capable, par exemple, de penser le futur de la géopolitique, non pas dans les termes classiques de la géopolitique de puissance qui est en permanence en train de se demander quelle est la prochaine superpuissance, parce que si on se pose le problème en ces termes, on ne va pas voir une autre question qui est de savoir, par exemple, que la Chine sera peut-être la superpuissance du XXIe siècle, mais encore faut-il qu'il y ait un XXIe siècle. Donc il y a un moment donné où il nous faut poser un autre regard qui est typiquement le changement de regard de ceux qui aujourd'hui sont des astronautes et qui à l'origine ont été des pilotes d'essai et même avant d'être des pilotes d'essai, des pilotes de chasse. Quand vous étiez un pilote de chasse, vous aviez le regard de la chenille. Vous étiez sur une représentation du monde en termes de guerre, en termes de puissance, en termes de domination, etc. Mais les anciens pilotes de chasse qui sont devenus astronautes, quels sont les mots-clés que vous retrouvez évidemment dans notre symbole national actuel qui est Thomas Pesquet? Les deux mots-clés de tous les astronautes, quel que soit leur pays, quelle que soit leur culture, ce sont les mots d'émerveillement et de fragilité. Émerveillement devant cette extraordinaire planète qui découvre vue du ciel, et à ce moment-là, c'est la question de la planète qui leur importe, et c'est pas la question de telle ou telle nation, de telle ou telle frontière. Mais fragilité parce que, à la fois, il y a la fragilité écologique, la représentation que cette fine couche atmosphérique est elle-même fragile, et comme en plus elle est directement en lien avec les océans, il faut savoir que l'essentiel de l'oxygène est produit par le phytoplancton des océans. Donc si les océans sont acidifiés, que le phytoplancton finit par mourir, c'est à terme la question même de l'oxygène qui peut se trouver posée, mais fragilité aussi de l'espèce humaine, parce que si cette espèce humaine ne reconnaît pas
sa propre fragilité, qu'elle est dans une volonté de puissance comme domination, domination de la nature, domination d'autrui, domination des hommes sur les femmes, etc., eh bien cette espèce va détruire ces écosystèmes vivants et va finir par se détruire elle-même. Et donc ce rapport à l'émerveillement et à la fragilité devient le nouveau code d'une nouvelle géopolitique, qui est la géopolitique de l'humanité. Mais vous pouvez chercher dans tous les ouvrages qui traitent de géopolitique, de Machiavel jusqu'à Raymond Aron, en passant par l'art de la guerre, etc., chercher émerveillement et fragilité dans l'index, vous aurez beaucoup de mal à le trouver. Parce que ce sont des termes qui sont totalement étrangers au vocabulaire de la puissance comme domination. Par contre, ce sont des termes qui sont complètement dans l'univers de la logique du papillon, qui est non plus la puissance ou le pouvoir comme domination, mais comme puissance créatrice, qui redonne au verbe pouvoir son véritable sens, qui est d'être un verbe auxiliaire, qui s'écrit en lettres minuscules et qui n'a de sens qu'avec des compléments. Un pouvoir de création qui, à ce moment-là, est démultiplié par la coopération. Alors que le pouvoir de domination, il se nourrit de la dépression. Alors vous voyez tout de suite que dans cette métamorphose, dans ce rapport à l'imaginaire papillon, il va y avoir un changement majeur de rapport au pouvoir. Donc c'est toute la question des nouvelles formes de démocratie qui se trouvent posées, mais aussi un nouveau rapport à la richesse, puisque la question de la richesse va être ce qui compte vraiment. Et au passage d'ailleurs, on va retrouver, comme toujours dans des mouvements de résilience et de métamorphose, il y a une réincorporation d'éléments qui étaient présents antérieurement, qui vont réapparaître, mais sous une forme nouvelle. Par exemple, moi, on évoquait le travail que j'avais fait à l'époque de Guy Asquette, le rapport Reconsidérer la richesse. Ça m'a beaucoup intéressé de revenir à la question du sens même des mots. Pourquoi y a-t-il des bénéfices dans nos comptabilités ? Or, bénéfice, à l'origine, ça ne veut pas dire du tout solde monétaire positif. Ça veut dire activité bénéfique, source de bienfaits. Valeur, la création de valeur, la valeur ajoutée, valeur, dans toutes les langues latines, ça veut dire la force de vie. Et ça n'a rien à voir avec le value for money de la langue du business. Et on comprend bien qu'il y a une cohérence quand on veut créer de la force de vie à développer des activités bénéfiques plutôt que des activités nuisibles. Et que ce qu'on appelle perte, c'est pas des soldes monétaires négatifs, c'est une destruction de valeur force de vie. Et que si l'on détruit une nappe phréatique ou un écosystème vital, ça devrait être enregistré comme une perte. Ou si la souffrance au travail est telle que des personnes en viennent à se suicider, ça devrait être enregistré comme une perte. Donc dans cette métamorphose du rapport à l'économie, qui au passage devient à ce moment-là cohérente avec l'écologie, et là on comprend bien que l'oikos nomos, c'est les Grecs qui ont inventé l'économie, donc l'organisation de nos petites maisons n'a de sens qu'à condition d'être cohérente avec l'oikos logos, c'est-à-dire la théorie de la grande maison planétaire. Et à ce moment-là, on comprend bien que cette métamorphose, elle joue aussi dans l'ordre de l'économie. Elle joue dans l'ordre du pouvoir, elle joue dans l'ordre de l'économie, mais elle va jouer aussi, évidemment, dans l'ordre culturel, elle va jouer dans l'ordre de l'éducation, faire en sorte que des êtres humains exduquérés, c'est conduire au dehors. C'est le contraire de la formation comme formatage. C'est permettre à un être humain de s'émanciper, d'acquérir par lui-même une capacité d'autonomie. Donc c'est aussi un bouleversement dans l'ordre culturel. Alors du même coup, et ça sera mon dernier point, l'économie sociale et solidaire, elle ne peut elle-même devenir papillon que si elle ose cette double mutation
Parce qu'elle peut aussi rester simplement dans l'univers de la chenille et se dire, ma foi, c'est quand même pas mal, je représente 10% du PIB, je représente tant de millions d'emplois, etc. Oui, mais ça, c'est le langage de la chenille. Le langage du papillon, c'est de dire, mais l'économie sociale et solidaire, elle doit être beaucoup plus ambitieuse. Précisément parce que nous sommes arrivés à un moment de l'histoire humaine où les formes politiques, économiques dominantes, qui sont celles du capitalisme et qui sont celles aussi des régimes autoritaires, sont des formes du côté de la chenille, sont incapables de nous faire advenir à cet autre monde possible et désirable. Eh bien, il nous faut oser l'imaginaire jusqu'à ce niveau-là. Donc évidemment, il nous faut oser l'imaginaire dans l'ordre de la transformation économique, mais en allant plus loin que simplement le fait de dire nous allons nous organiser sous forme coopérative, sous forme mutualiste, etc. Bien sûr qu'il faut le faire, mais il faut aller jusqu'à repenser la richesse au sens de ce qui compte vraiment, repenser la valeur au sens de force de vie, repenser la notion de bénéfice et de perte au sens de activité bénéfique, source de bienfaits, ou au contraire activité nuisible, etc. Et c'est par rapport à cette mutation même de la richesse que l'économie sociale et solidaire doit aller plus loin encore que sa simple projection. Et de ce point de vue-là, tout ce que Jean-François nous a dit sur l'histoire est absolument passionnant et source de vie, et nous montre au passage comment la mémoire est une mémoire vive, c'est-à-dire comment, en allant loin dans l'histoire, y compris dans l'histoire du Moyen-Âge, on va retrouver des éléments qui vont nous aider dans cette métamorphose actuelle. Mais il ne faut pas borner ce projet au simple projet économique. Quand vous regardez l'origine des mutuelles, des coopératives, des associations, elles n'avaient pas simplement comme ambition l'ambition économique. Elles avaient le changement du rapport au pouvoir, elles avaient le changement du rapport à l'éducation. Quand on parle par exemple d'éducation mutuelle ou d'éducation populaire, etc., c'est quand même pas une sous-branche de l'économique, fût-il sociale et solidaire. Donc il y a une approche de la culture, de l'éducation, on peut le dire aussi dans l'ordre de la spiritualité, dans l'ordre politique, etc., qui sont une ambition transformatrice de toutes les formes du mouvement coopératif, associatif, mutualiste, dont la branche économique n'est que l'une des transformations. Nous avons besoin aujourd'hui d'une PSS, d'une politique sociale et solidaire. Repenser la question même du politique comme rapport au pouvoir de création démultiplié par la coopération. Nous avons besoin que l'aspiration au sens, l'aspiration à la spiritualité, qui est une aspiration légitime chez les êtres humains, parce que nous sommes des êtres qui savons que nous allons mourir et qui, par conséquent, nous posons la question du sens de la vie, de la mort, et pas simplement à titre individuel, mais aussi collectif. Donc c'est une aspiration légitime. Mais la spiritualité, comme l'économie, comme la politique, elle est en permanence tentée par la posture de la chenille. Mon identité, mon sens, mais à condition que ça ne soit pas le sens des autres. Et du même coup, les logiques de régression identitaire, les logiques de guerre du sens, les logiques de guerre de religion sont des logiques en permanence menaçantes. Alors que la capacité de l'humanité à devenir plus humaine, à s'élever en qualité de sagesse, en qualité de relations humaines, etc., ça c'est aussi une aspiration dans l'ordre spirituel qui peut être au contraire dans l'ouverture, dans le dialogue interculturel, interconvictionnel, interreligieux, etc. Donc vous voyez l'ambition de ce que serait aujourd'hui un avenir qui n'est pas simplement un avenir de l'économie sociale et solidaire, mais un avenir de cette transformation profonde du rapport au pouvoir, à la richesse et au sens, et qui est un enjeu qui se passe à toutes les échelles de territoire, depuis notre territoire de l'intime, parce que nous sommes tous des chenilles et des papillons, et comment nous faisons révéler
le papillon et le désir de papillon en nous, ça c'est la question de la transformation personnelle, mais c'est vrai à toutes les échelles de territoire, jusqu'au territoire planétaire, puisque justement l'humanité est confrontée au fait qu'elle est menacée, y compris menacée de destruction, mais elle n'est pas menacée de destruction par des barbares ou des ennemis extraterrestres. Elle est menacée de destruction par sa propre barbarie intérieure, par sa propre inhumanité. Et donc l'un des grands enjeux de la métamorphose, c'est justement une humanité plus humaine. Vous savez, le fameux Sapiens Sapiens, c'est Edgar Morin qui avait dit « on aurait mieux fait d'appeler notre humanité Homo sapiens des minces », tellement la part de folie est considérable, etc. Donc à l'évidence, Homo sapiens sapiens, ça n'est pas une origine. En revanche, ça peut être, j'ajouterais, ça doit être un projet. Parce que face à ces défis absolument considérables, seule une humanité qui monte en qualité d'intelligence et d'intelligence contributrice, parce qu'en matière d'intelligence destructrice, s'il s'agit de fabriquer des armes de destruction massive, on n'est évidemment pas beaucoup plus avancé. Donc il faut à la fois que l'humanité soit davantage sapiens, le premier sapiens, qui est le sapiens de l'intelligence, mais aussi le deuxième sapiens, qui est le sapiens de la sagesse. C'est-à-dire il faut que l'humanité monte aussi en qualité de sagesse, mais en se rappelant que la sagesse, ça n'est pas du tout une espèce d'opération ascétique et sacrificielle. Comme souvent les mots nous mettent sur la voie, le mot sagesse, qui vient de sapere, c'est la même origine que saveur. Donc la sagesse, c'est de l'ordre de la dégustation. Elle est de l'ordre du goût de vivre, de la joie de vivre. J'ai eu l'occasion dans le petit bouquin « La colère et la joie » dont parlait aussi Cédric, d'évoquer ce rapport entre la capacité de la colère à devenir créatrice et non pas destructrice et à organiser les collectifs humains autour de la joie de vivre, c'est-à-dire ce sentiment d'intensité qui n'est pas contraire à celui de sérénité et qui permet de vivre intensément le voyage de vie sur le mode de la joie. Alors vous voyez que si nous nous donnons ces objectifs et si nous inscrivons le projet de l'économie sociale et solidaire dans ce projet plus vaste de métamorphose qui est celle de la logique même de la vie et qui joue autant dans l'intime de nos vies personnelles que dans la perspective pour l'humanité de vivre le voyage de vie dans ce moment décisif qu'elle est en train de vivre et que toutes nos échelles de territoire à l'intérieur de ce vaste espace sont confrontées à cette question parce qu'on a un rapport fractal. On évoquait avec Jean-François ce matin, il me disait que dans le village dans lequel il habitait, il y avait un nombre incalculable de nationalités. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que non seulement il y a des villes-mondes, mais il y a des pays-mondes, par exemple la chance de la France, et ça, quelqu'un comme Zemmour, du côté de la chenille, il ne peut pas capable de le comprendre. C'est une chance, le métissage. C'est une chance d'être un pays-monde. Et ce que me disait Jean-François, c'est « mon village est un village-monde ». Eh bien ça, c'est une chance extraordinaire, comme la chance de la féminisation. Alors, si nous allons dans cette direction, eh bien, des éléments qui sont aujourd'hui des éléments légitimes de lucidité sur les risques que nous vivons peuvent se transformer en source d'espérance. C'était la fameuse phrase de Gramsci et de Romain Rolland disant « Il nous faut allier le pessimisme de l'intelligence à l'optimisme de la volonté ». C'est aussi le sens de cette belle phrase de Camus dans La Peste, quand il nous dit « Au total, ce que nous apprennent les fléaux, c'est qu'il y a chez les humains plus de choses à admirer que de choses à mépriser. » Je vous remercie.